sur Equipoto 2025. Nous sommes vendredi 17 octobre et nous sommes ensemble sur cette aréna d'Equipoto dans le hall 1 pour toutes ces conférences à valeur ajoutée que nous tenons depuis le premier jour du salon, depuis le mardi 14 octobre. Il y a eu plus de 20 conférences données ici et on est en train de terminer notre cycle avec un des sujets les plus importants. Ce sont les aides électroniques à la conduite, les fameuses ADAS, qui effectivement sont non pas une révolution, parce que ça fait maintenant des années, voire des décennies qu'elles sont présentes en premier équipement, mais le parc équipé s'est fortement accru. En carrosserie, on a énormément besoin de diagnostiquer, de recalibrer ces aides à la conduite. Et puis, on a aussi des réglementations, l'aspect réglementaire avec ce qu'on appelle GSR1, GSR2, qui impose à tous les constructeurs d'implanter en premier équipement des packages complets d'ADAS et donc rendre ces équipements très présents et oblige les réparateurs à s'adapter. Voilà, je vous présente nos intervenants. En partant de gauche, en regardant la scène, on est d'abord avec Cédric Vauquier de Launch Pro. Merci d'être là, Cédric. À côté de vous, c'est Ella Gutmann. Et ça y est, je suis en train d'oublier le nom, c'est Julien Morbach. Bienvenue à vous, Julien. À côté de vous, on est avec Bosch Aftermarket France, Franck Dupuis, directeur commercial équipement d'atelier et services, Gérard Perrault, responsable technique autodistribution. On est avec Thomas Chieux. Vous êtes le seul non opérationnel directement, mais TCG Conseil a réalisé des études précises en ce qui concerne le taux d'équipement des ateliers, la perception par les professionnels de ce que sont les ADAS et surtout le taux d'équipement du parc circulant. Ça, je crois qu'on verra ça ensemble. Et à côté de vous, c'est Sébastien Thirier de ZF Aftermarket France. Voilà, Sébastien, ouais, il y a marqué Sylvain, autant pour moi. Et on recevra tout à l'heure pour témoigner Jean-Christophe Canavesio, qui est gérant de Digital Car, qui est patron du réseau. 50 unités mobiles circulent en France. C'est dire si on a besoin effectivement de ces ADAS et de recalibrer ces ADAS. Est-ce qu'on peut tout d'abord, messieurs, rappeler les technologies existantes? Peut-être avec vous, Julien Morbach. Ce micro se tend à vous, il est ouvert, n'y touchez surtout pas. On a une régie technique extrêmement performante. Vous m'entendez? Et vous voyez, la Parfait. magie opère tout de suite. Bien, merci à vous. Merci de nous accueillir. Un rappel du coup sur les technologies existantes. Effectivement, depuis de nombreuses années, les véhicules sont équipés différents systèmes d'aide à la conduite. Ces systèmes passent par les systèmes embarqués type caméra, type radar, type lidar. Ce sont les premiers systèmes qui sont apparus. Et puis autour de ça, on va avoir aussi une panoplie d'accessoires qui viennent se greffer. Donc tout ce les accessoires blind spot ou les assistants changement de voie Un petit peu qui vont nous permettre de gérer un véhicule et de conserver dans sa voie. Ça passe aussi par des caméras arrière jusqu'aux visions 360. Quand on dit GSR2, par exemple GSR1, GSR2, qu'est-ce que ça recoupe pour un réparateur? Ça va dépendre en fait du niveau d'équipement du véhicule et des technologies embarquées au sein de ces véhicules, avec du coup des approches un petit peu différentes sur les modes opératoires en termes de réparation, de calibration, mais aussi de recodage. GSR1, c'est arrivé, donc c'est une réglementation internationale et européenne qui s'est imposée effectivement en premier équipement depuis... Je n'ai plus la date précise. 6 ans, je crois. Je crois que c'est ça, ça doit être ça, oui, tout à fait. Ouais, d'accord. Et GSR2 est arrivé l'année dernière, début 2024. Tout à fait. C'est ça. Et impose, je crois, 17 systèmes d'aide à la conduite. 11 systèmes d'aide à la conduite, pour être précis. Voilà, c'est ça. Donc, on a notamment l'assistant au freinage d'urgence automatisé. Tout à fait. Ça qui est obligatoire. Qui est obligatoire, voilà. Donc, ça impose un certain nombre de caméras. Un certain nombre de capteurs fonction des technologies embarquées, tout à fait, en fonction du constructeur et du système embarqué. Franck Dupuis pour Bosch Aftermarket France, des compléments sur les différentes technologies, en vulgarisant bien pour les réparateurs, effectivement. Donc, je dirais les composants en fonction des technologies utilisées par les constructeurs vont être relativement standards et standardisés. Par contre, la gestion informatique, elle va être vraiment très, très différente. Où est-ce qu'on constate en fait des composants type caméra qui avaient un gros calculateur et qui prenaient des décisions, qui envoyaient des informations à d'autres collègues calculateurs. Aujourd'hui, on constate des calculateurs un petit peu plus petits sur les caméras, les radars, et la fusion en fait des informations sur un calculateur central qui lui va travailler vraiment la sécurité du véhicule, un petit peu d'IA dedans également.
un petit peu dit dedans également. Gérard Perrault pour Autodistribution. Donc, les réparateurs ont affaire à tous ces systèmes et aujourd'hui, ils doivent. Est-ce qu'ils doivent s'équiper? Est-ce qu'ils le doivent? Voilà, c'est la question. Je dirais le rôle de chacun des réparateurs et l'engagement des professionnels de la réparation est de parfaire la réparation et la restitution d'un véhicule avec l'ensemble des fonctions de sécurité en parfait état de fonctionnement. C'est le rôle premier, c'est l'obligation de résultat quand même. Et je dirais que dans les catégories d'équipement des véhicules aujourd'hui dans le monde de la réparation, il y a deux grosses catégories. On a les aides à la conduite qui sont plutôt informatives, donc qui ne sont pas forcément intrusives au comportement du véhicule. Et puis on a quand même la deuxième génération où là est très intrusive, où la calibration devient vraiment essentielle et très importante, où là le système informatique du véhicule va modifier le comportement du véhicule, peut-être un peu à l'insu du conducteur. Du plein gré du conducteur, hein, voilà, de son plein gré. De son plein gré. Et en tout cas, on peut parler des freinages fantômes en quelques instants? On peut évoquer le sujet. Je pense que ça a fait couler quand même pas mal d'encre ces derniers mois. Ouais. Et je pense que, sans trahir de secret, c'est peut-être le monde de la réparation qui a quelques lacunes, en tout cas en termes d'équipement, de compétences. Et il faut, de toute façon, je pense que c'est une évolution de compétences qu'il faut avoir dans les ateliers aujourd'hui pour maîtriser et parfaire cette maintenance qui devient incontournable dans les ateliers carrosserie et mécanique. Évidemment, tout dépend de l'empreinte de l'intervention sur laquelle on travaille. Puisqu'on parle de cette actualité, Sébastien Thirier, donc ZF Aftermarket, quel est l'avis de l'équipementier fabricant de systèmes sur ce freinage fantôme? C'est vraiment lié à un problème de calibration, de formation des professionnels? Ça serait ça? Parce que je ne sais pas s'il y a eu alors, je sais une pas, certitude. vous le confirmez si c'est lié à ça ou pas, mais Ouais. clairement, c'est un sujet sur lequel on travaille énormément. On veut continuer d'apporter à la fois les solutions digitales à travers le diagnostic, les outils de calibration, la formation aussi, ce qui est au moins aussi importante que les outils dont on dispose, et puis mettre à disposition aussi les smart caméras, parce qu'il faut aussi avoir accès aux composants pour pouvoir les remplacer et les calibrer. Donc il ne suffit pas simplement d'avoir les outils de diagnostic, les outils de calibration, il faut avoir accès à la pièce et surtout à la formation. Donc comment on voit l'évolution, nous, les chiffres avec lesquels on travaille chez ZF sur la partie caméra, c'est à peu près 10 millions de nouveaux véhicules équipés en Europe avec les smart caméras de chez ZF, ce qui fait que le parc à peu près va shifter dans les 10 prochaines années de, en gros, à peu près 30% du parc qui était équipé aujourd'hui à quasiment 80% du parc qui sera équipé à 2035. À 2035, la d'accord. bascule, elle va se faire très très rapidement. du fait Juste de la quand on arrêtera les moteurs. C'est fou, hein? Non, je plaisante. Bien sûr, on n'arrêtera pas les moteurs thermiques. Hein? Donc, on y arrivera, on y arrivera. Donc, est-ce qu'il faut s'équiper? Oui, évidemment. Est-ce qu'il faut se former aussi? Et bon, je pense que là, on a dans la salle un panel de partenaires, à la fois équipementiers et distributeurs, qui s'organisent pour ça aussi. Ouais. Thomas Chieux, je vais vous passer la télécommande aussi, parce que vous avez des choses à nous montrer. Hein, c'est l'idée, effectivement, de savoir comment est-ce qu'à l'intérieur de la profession, on voit les choses en termes de compréhension des systèmes, en termes d'équipement. Oui, alors... Et pendant ce temps, excusez-moi, je vais demander à quelqu'un de la technique d'aller demander à l'accueil un guide des ADAS. On a des livres à montrer. On a un livre à montrer. Je vous remercie. Thomas Chieux. Donc nous, moi je ne suis pas du tout expert comme mes confrères ici. On n'est pas sur la technique, hein, on est sur la prospective et on regarde ce qui se passe. On fait des études sur l'évolution de la distribution automobile en général et la prévente en particulier. Donc en gros, ce qui se passe avec l'équipement des parcs, notamment au niveau des ADAS, et cette courbe-là, elle montre plus spécifiquement ce qui se passe pour la partie freinage automatique d'urgence. Comme on l'a dit, depuis juillet 2024, tous ces équipements sont obligatoires sur les véhicules neufs qui sont vendus. Donc on a un effet de levier. Aujourd'hui, on a à peu près 29% du parc, entre 29 et 30% du parc qui est équipé d'ADAS. Et mécaniquement, avec la réglementation qui s'impose,
en 2030, on va dépasser les 50% pour le marché français, voire pour certains autres marchés avec des parcs plus jeunes, atteindre quasiment les 60%. Donc Voilà, ce qu'on constate, c'est que pour l'instant, malgré ces ADAS, on n'a pas vraiment de diminution du nombre d'accidents. C'est Voilà, plutôt la ça, c'est du nature. concret, effectivement. C'est plutôt la nature des chocs qui change. Quand on interroge des constructeurs comme Volvo, ils nous disent on a autant de chocs, mais on a plus de chocs arrière parce que nos véhicules sont équipés. Des véhicules anciens qui arrivent derrière, qui ne sont pas équipés, donc le véhicule freine automatiquement et la personne qui n'est pas équipée, boum, voilà, donc plus de chocs arrière. On a aussi des phénomènes de désactivation, puisqu'on en a parlé dans la presse, etc. Aujourd'hui, il y a pas mal de gens, la première chose qu'ils font quand ils rentrent dans leur voiture, c'est de désactiver ces ADAS parce que ça bip dans tous les coins, c'est pas plaisant. Donc, et puis aussi, déclenchement intempestif, on en a un peu parlé, mais pénétration trop faible. Je vais juste faire un parallèle. Aujourd'hui, on pense que c'est un peu comme la vaccination, on a connu ça au moment du Covid, quand vous avez 20-30% de la population du parc automobile qui est équipé d'ADAS, ça ne suffit pas. Quand on arrivera aux 2/3, et là c'est un message peut-être aussi aux responsables carrosserie, on aura peut-être un basculement assez rapide du nombre de chocs et de la nature des chocs, avec des chocs moins importants, plus de petits chocs. Et puis alors ça fait comme les vaccins, sauf que les ADAS, on peut les désactiver, effectivement. Alors que les vaccins, il fallait les faire. Pour l'instant. Mais il y avait les anti-vax. Voilà. Bientôt, on pourra peut-être plus, mais bon, ça c'est... Donc, compris l'argumentaire, effectivement. Sur la diapo suivante, Thomas. Ouais. Alors, sur la diapo suivante, là, en fait, tu vas commencer à en parler. C'est la réaction de la profession, des réparateurs en général, sur justement qu'est-ce qu'on fait, comment on est équipé lorsqu'un véhicule équipé d'ADAS arrive dans l'atelier. Alors, je pense qu'il y a 3 grandes catégories. La première catégorie, c'est les réseaux de marques. Donc les chiffres ne sont pas forcément là-dedans, mais les réseaux de marque aujourd'hui sont quand même assez bien équipés, autour de 80-90%. Ensuite, vous avez les carrossiers. Donc par la nature de leur activité, les carrossiers traitent des chocs sur des véhicules récents. Donc en France, les estimations qu'on a, c'est que 44% sont équipés de systèmes pour notamment recalibrer les ADAS. Et ensuite, vous avez les MRA plus orientés mécaniques. Et là, c'est un petit peu plus compliqué. La population, elle est moins éduquée à ça. C'est vrai que c'est des équipements qui sont chers. Donc pour l'instant, les chiffres qu'on a, c'est qu'à peu près dans 90% des cas, les MRA sous-traitent. Alors sous-traitent soit au réseau constructeur, soit, je n'avais pas fait exprès, mais donc effectivement aux gens de Digital Car qui ont des solutions mobiles. Et c'est vrai, ce n'est pas fait exprès. Mais effectivement, donc pour repartir peut-être sur la partie gauche du slide, en fait, dans 60% des cas, la raison principale pour qu'un réparateur ne puisse pas traiter les ADAS et donc sous-traite, c'est le manque d'équipement spécifique. D'accord. Voilà ce qu'on peut dire sur ça. Merci beaucoup. On maintient la diapo à l'écran. Je vais vous faire réagir, messieurs. Comment effectivement comprendre aujourd'hui le taux d'équipement qui a l'air relativement faible chez les carrossiers alors qu'ils sont les premiers concernés? Qui veut répondre à cette question? Je pense qu'il y a encore un peu de méconnaissance au sein des différents systèmes et une crainte par rapport à ce que les équipements, il y a quelques années, pouvaient coûter. Et du coup, les réparateurs se mettent quelquefois un frein aux différentes possibilités qui s'offrent à eux, peu importe la marque, que ce soit chez nous ou chez nos confrères. Et on s'aperçoit qu'en fait, quand on explique les systèmes, on démystifie, on explique comment on va intervenir, et qu'on vient mettre en face un prix et une dotation, on s'aperçoit qu'en finalité, on va pouvoir avoir des prix de matériel plutôt abordables avec des packs. On va pouvoir forcément étaler, peu importe, sur plusieurs années. Et quand on met en face un nombre de prestations à la semaine ou au mois, on se rend compte que c'est des prestations qui sont des investissements qui sont largement rentables, en fait. Et plutôt rapidement. Cédric Vauquier, Lange Pro, vous êtes connu pour les outils de diagnostic, mais vous avez des solutions. Tout à fait, des solutions de toute envergure. L'ADAS, c'est aussi ça. C'est une réponse au réparateur qui a évolué, beaucoup plus facile qu'avant à utiliser, beaucoup plus ludique. Est-ce que ça peut répondre à ces fameux 44%? C'est-à-dire que c'était compliqué avant? Alors, c'est surtout que je pense que c'est le manque d'équipement qui est vraiment clairement en cause en premier lieu, parce que les équipements d'avant, même si c'était un petit peu moins ludique ou moins assisté, ils étaient quand même opérationnels. Donc, mais si on les achète pas, ils sont pas opérationnels. Et, encore moins. Ouais. Donc, par contre, il a fallu effectivement démystifier l'ADAS en disant vous pouvez y toucher, parce qu'en fait, les réparateurs pensaient qu'ils voulaient pas y toucher pour pas être responsables.
Mais en fait, quand on intervient sur un véhicule et qu'on n'y touche pas alors qu'on est professionnel et qu'on le rend en l'état, sans parler de ça au client, on est responsable de ne pas avoir la capacité ou de ne pas avoir le boulot. Il a fallu réexpliquer ça. Aujourd'hui, ça commence à être compris. La deuxième chose, il y a aussi un débat sur la calibration dynamique, où certains pensent qu'avec l'évolution du parc, c'est la calibration dynamique qui va se populariser et que finalement ce parc avec des équipements est éphémère. Ce qui est totalement faux, hein, par rapport aux statistiques, parce que déjà, les véhicules actuels sont toujours et sollicitent de plus en plus de calibrage statique, que ce soit pour des raisons technologiques ou pour des raisons d'environnement. Si on est en plein centre parisien, ça va être difficile de faire un calibrage à 90 km/h sur une ligne droite pendant 5 minutes. Et donc, non, c'est bien là. Et puis, de toute façon, le parc déjà vendu, déjà circulant, avec la durée de vie du véhicule qui s'allonge, nécessite forcément une popularisation du calibrage statique. Oui, réaction, messieurs, ça a l'air d'être une vraie bonne nouvelle. On est en phase de stabilisation des technologies et surtout des usages imposés aux réparateurs. Sébastien Thirier. Ouais, plusieurs choses pour rebondir sur ce que disait Cédric, c'est que il y a deux aspects peut-être sur lesquels il faut qu'on avance et qu'on fasse encore plus pédagogie. C'est la partie économique dont on a déjà parlé, mais clairement aujourd'hui pour quelques centaines d'euros en financement, on peut avoir un kit complet ADAS très performant. C'est donc pas une question de prix aujourd'hui. Voilà, okay. Quand on compare, après ça dépend du niveau d'activité qu'on en a, mais ça peut vite se rentabiliser avec quelques prestations par mois versus sous-traiter un réseau constructeur qui est très contraignant, immobiliser le véhicule pendant plusieurs jours. Voilà. Ça, c'est la première chose. Cette fameuse crainte dont parle Cédric Vauquier, justement. La deuxième chose, c'est la partie crainte sur la partie technique d'une calibration ADAS. Et j'espère que mes confrères ne vont pas me contredire, mais honnêtement, c'est assez simple en fait. C'est vraiment les outils de diagnostic vous donnent, voilà, tous ceux qui sont dans la salle ici, vous donnent une procédure vraiment pas à pas, hyper détaillé, avec tout ce qu'il faut faire. Et c'est honnêtement beaucoup plus facile de faire une calibration ADAS que certains diagnostics sur de l'injection ou autre, quoi. Donc, il faut aussi pas avoir cette appréhension-là. Dernier commentaire sur la partie est-ce qu'on fait de la calibration dynamique, est-ce qu'on fait de la calibration statique? On pose la question, mais pourquoi vous ne simplifiez pas la vie à faire que de la calibration statique? Alors malheureusement, on aimerait bien, mais c'est pas nous qui le décidons. Là-dessus, on est tributaire des constructeurs. Mais si je peux partager une expérience, un cas concret qu'on a chez ZF, on fait aussi de l'ADAS poids lourd. Et on a un système on-guard d'ADAS poids lourd qui initialement était designé pour être calibré de façon dynamique. Et à la demande en fait de nos clients, on est en train de changer ça pour passer sur de la calibration statique parce que c'est beaucoup moins contraignant et c'est beaucoup plus facile. Donc par rapport à ce que disait Cédric, la crainte que maintenant on va aller sur exclusivement de la calibration dynamique et qu'on n'a plus besoin d'équipement, concrètement aujourd'hui sur le poids lourd chez nous, on fait plutôt l'inverse parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de rester à l'atelier et d'avoir les outils. Et sur l'autocalibration, il y a aussi cette crainte-là, Franck Dupuis. Est-ce que l'autocalibration pourrait remplacer les actions de calibrage dans les ateliers? Aujourd'hui, non. Les caméras, les radars, en fait, nécessitent d'être réajustés au moins dans la zone donnée par le constructeur, au moins dans les tolérances du constructeur, pour ensuite avoir un affinage vers le point de perfection de la calibration. Donc ça, c'est vrai que ça existe. Par contre, une calibration non effectuée sur un axe de symétrie, on va être en dehors des zones de calibration. Et là, on aura un voyant qui restera allumé quand on a de la chance. Et peut-être le problème est là, c'est que les véhicules ont un autodiagnostic qui va déclarer une anomalie très, très rarement. C'est-à-dire qu'un professionnel peut absolument décalibrer un véhicule en faisant une géométrie, un réglage de train arrière, un changement de pare-brise, sans même s'en apercevoir, sans même n'avoir un indice visible. Et pour rebondir, ça c'est intéressant parce que c'est peu su, à mon avis. Il doit y avoir des véhicules qui sortent d'ateliers qui ne doivent pas être conformes. Oui, c'est évident. C'est évident. Certains constructeurs ont des zones de tolérance qui sont vraiment très, très, très faibles. Et donc, ça nécessite, d'un point de vue calibration, un matériel de calibration extrêmement précis. Et on parle même de planéité de sol parfaite pour vraiment arriver le plus proche possible de ce point zéro. Mais effectivement, d'autres constructeurs ont des zones de tolérance très,
très, voire trop large et sans indication. Gérard Perrault, chez Autodistribution, que recommandez-vous aux différents réseaux et en particulier à Carrosserie AD en termes d'action? Est-ce qu'il faut systématiquement recalibrer quand une voiture arrive pour un sinistre, par exemple? Alors, nos communications vont dans ce sens. La pédagogie et la formation qu'on essaie de délivrer à nos réparateurs carrossiers, c'est que dès qu'ils touchent potentiellement à la géométrie ou dès qu'ils déplacent un des capteurs concernés, à minima, de toute façon, faut qu'ils contrôlent le fonctionnement. Et je dirais que pour avoir la certitude que ce dispositif est parfaitement conforme, la seule solution, c'est de recalibrer quoi qu'il arrive. Donc, systématiquement, et les chiffres indiqués sur ce slide avec 44% des carrossiers équipés, je dois dire que, j'irais presque dire que c'est des chiffres voilà, qui émanent de notre réseau, parce que c'est à peu près c'est à peu près ce quota-là, hein, ce taux d'équipement. Ouais. Bon, on a l'avantage d'avoir des fois dans notre réseau, nous, des doubles enseignes, donc le côté MRA à 90%, voilà, mais ça ne nous concerne que nous. Mais avant tout, moi, je pense que c'est aussi la faculté de comprendre et de déceler quand est-ce qu'il faut faire cette calibration ou quand est-ce qu'on peut éviter de la faire. Je dirais que c'est très simple, hein. Quand il y a de doute, il n'y a pas de doute, il faut faire. Parce que je repense à l'obligation de résultat. Eh bien, moi, je pense qu'aujourd'hui, les outils que constituent et que proposent les équipementiers sont des outils performants qui permettent d'agir très, très rapidement en toute légitimité et en toute compétence, moyennant une mise en œuvre dans l'atelier qui respecte certains prérequis. Mais en tout cas, je dirais qu'on n'a pas le droit de perdre 20 minutes à essayer du moins à ne pas calibrer. Vaut mieux perdre ce temps et être certain de rendre un véhicule parfaitement conforme à l'usage routier. Oui, effectivement. Je remercie Thomas Chieux. Je vous laisse repartir en salle et je vais demander pour faire un switch, effectivement, et on va rester sur les travaux de TCG Conseil. Merci Thomas. À Jean-Christophe Canavesio, donc Digital Car de monter, parce que je voudrais aborder justement maintenant cette problématique concrète pour les réparateurs. Dois-je investir ou dois-je sous-traiter? Ce qui nous amènera à parler des pratiques en termes de facturation. Parce que la rentabilisation à l'acte, c'est une chose, mais la réalité de la facturation, c'est peut-être une autre chose. Expliquez-nous comment Digital Car travaille précisément en sous-traitance pour les carrossiers, Jean-Christophe. Alors, on a démarré cette activité en 2018, relativement tôt, depuis le sud-ouest. Et effectivement, aujourd'hui, on a 52 unités d'intervention partout en France. Le principe étant 52 qu'on puisse intervenir en 24 à 48 heures directement dans les ateliers. C'est pas des vélos électriques, hein, c'est des camions. Hein, voilà, Ce sont des camions. C'est ça. Équipés de tout ce qu'il faut. Équipés de tout ce qu'il faut. On a 2 outils de diagnostic multimarques et les accès constructeurs, puisque au-delà de la DAS se pose la problématique de programmation électronique au quotidien désormais. Et on apporte cette solution-là aussi aux réparateurs. Le chiffre de 90% des MRA vous parle beaucoup, forcément, non équipés. Alors, c'est le cas, et même la partie équipée, j'ai envie de vous dire qu'on a abordé la problématique. Nous, nos recommandations, on suit les recommandations du constructeur, c'est-à-dire que le moindre déplacement d'un capteur ADAS de type freinage automatique d'urgence, donc un radar sur une face avant ou une caméra de pare-brise, dès lors qu'elle a été déplacée, même si a priori ça fonctionne, même si a priori il n'y a pas de défaut voyant, il faut la recalibrer. C'est un contrôle ADAS, c'est le calibrage, il n'y a pas d'autre solution. Le deuxième cas sur lequel il y a encore des discussions dans les ateliers, c'est celui d'un réglage de géométrie, puisqu'un réglage de géométrie va influencer le fonctionnement des ADAS dès lors qu'on touche le train arrière par rapport à l'axe de poussée. Le fameux axe de poussée, oui. Voilà. Mais également, quand on touche le train avant, les ADAS fonctionnent également en courbe, avec les éléments de direction, avec l'assiette du véhicule. Donc on recommande, nous, suivant également des préconisations, par exemple du CSV France, de recalibrer caméra plus radar dès lors qu'on fait un réglage de géométrie. Ouais, ce qui fait que vous êtes des hyper spécialistes finalement, et les carrossiers vous reconnaissent ça, cette spécialisation. Les carrossiers, les réparateurs. C'est le cas, et j'ai envie de vous dire l'équipement ou pas équipement. Alors bien entendu, messieurs, vous vendez de l'équipement, c'est la logique, et ça va naturellement augmenter l'équipement général des carrossiers. Mais je peux vous assurer que nous, au quotidien, on travaille avec des carrossiers dont l'équipement a été mis dans un coin, parce qu'il y a une autre problématique, c'est le personnel qualifié, effectivement.
Ah, ouais. Et la profession manque déjà de carrossiers, de mécaniciens, de peintres. Former quelqu'un spécifiquement aux ADAS alors que les réparateurs ont déjà cet impératif de délai accru sur les restitutions des véhicules, c'est une problématique pour eux à laquelle, a priori, on apporte une solution satisfaisante. Quel niveau de qualification, de technicité faut-il dans un atelier de carrosserie, Sébastien Thiriet, pour intervenir sur la recalibration des ADAS? Est-ce qu'on doit être parmi les meilleurs techniciens ou est-ce que c'est accessible moyennant formation et les bons outils? Alors des bons outils évidemment et formation aussi. Donc voilà, on propose tous des formations sur nos solutions. Il faut un électronicien spécialisé? Non, j'imagine c'est pas nécessaire. À mon point de vue, non, mais voilà, on va peut-être pas converger là-dessus, mais en tout cas, voilà, il y a des programmes de formation qui existent, évidemment dans les réseaux de réparation aussi, très 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 pointus, très en avance, très performants, assez accessibles. Je pense que les fournisseurs d'équipements essayent de simplifier le plus possible, de rendre les choses le plus intuitives possible. Donc, je pense que c'est une prestation qui reste relativement accessible sans voilà. Franck Dupuis, Bosch. Oui, je voudrais juste ajouter, donc effectivement, on a tous des outils qu'on simplifie, qui sont sympathiques, des beaux logiciels, et on doit former bien sûr les professionnels sur nos outils pour que tout le monde sache utiliser nos outils. Pour moi, il est évident qu'il faut également former les ateliers sur les technologies embarquées des véhicules. Ouais. Calibrer une caméra sur certaines marques et certains modèles, c'est bien suffisant. Sur d'autres technologies, la calibration de la caméra engendrera automatiquement la calibration du ou des radars avant. Et sur des dernières technologies en 2.5, va entraîner également la calibration des radars arrière, qui aujourd'hui ne servent plus uniquement aux blind spots, aux petites lumières dans les rétroviseurs, mais bien à ce que le véhicule prenne une échappée automatique grâce au radar arrière. Et donc la non-connaissance des professionnels des options proposées par les constructeurs et de leur fonctionnement théorique fait que, bien équipé, une bonne formation sur nos logiciels et nos produits, les bonnes plaques, on ne fera pas le travail à 100%. Est-ce que ça ne milite pas finalement pour la délégation à des gens comme Digital Car? Je me fais provocateur. Cédric et Julien. Alors, aucun doute sur le fait que c'est complémentaire et que la solution Digital Car, elle va booster le marché, parce que déjà, en fait, les réparateurs nous demandent tous est-ce que c'est rentable, ou plutôt ils nous disent non, c'est pas rentable, on est obligé de les convaincre que si. Et la meilleure solution pour ça, c'est qu'ils sous-traitent, parce que ça leur permet de ne pas refuser les prestations et de les accueillir en atelier. Ouais. Par rapport à ça, ils vont augmenter en termes de volume de prise en charge, ils vont avoir des statistiques, voir que tous les mois, ils font appel à un sous-traitant. Après, il n'y a pas de secret. Si après, ils voient que c'est rentable et qu'ils voient qu'ils ont quelqu'un de formé, ils vont effectivement peut-être internaliser ce service. Mais je suis sûr que ce n'est pas un problème pour la société Digital Car, qui trouvera bien d'autres nouvelles choses à faire. N'est-ce pas? Alors, au-delà d'une nouvelle chose à faire, comme vous l'avez dit... réagir Julien Morbach, pardon. Non, mais allez-y. Ah, les véhicules sont équipés de multiples capteurs et de plus en plus puisqu'on va vers l'autonome. Donc, il y aura toujours des procédures qui nécessiteront un outillage spécifique qu'ils n'auront pas, où on va pouvoir, nous, intervenir sur des procédures très spécifiques avec des options données. Il y a la multiplication, soit des cibles, soit des technologies avec des téléviseurs. Qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça? Parce que ça finit par coûter très cher. En investissement effectivement, ça peut coûter très cher. Ce qui est important de rappeler, effectivement, c'est qu'on va avoir des systèmes qui sont généralisés avec des calibrages de caméras ou de radars traditionnels, où là, ça rentre dans des équipements basiques ou de base ou de première composition, on pourra l'appeler comme on souhaite. Et effectivement, on a des applications radar sur des véhicules asiatiques, où là, c'est une mise en œuvre différente, avec un espace différent et avec des applications encore plus coûteuses. Et là, effectivement, ça rejoint des opérations où l'investissement est un peu plus compliqué sur cette deuxième partie de matériel, où là, effectivement, c'est bien souvent des spécialistes qui peuvent intervenir. Oui. Ah oui, c'est là où on a une complémentarité technique en réalité. Ça peut, effectivement, puisqu'un véhicule qui est moins sur la route, avec des systèmes embarqués moins connus, avec un matériel beaucoup plus coûteux, ça ne facilite pas non plus l'investissement du réparateur, il faut le comprendre. Mais ça, malheureusement, ce n'est pas lié au prix de notre matériel, mais plutôt à la conception du système du fabricant. Très intéressant. Jean-Christophe Canavesio, là, il y a une vraie complémentarité. Il y a une complémentarité, et puis, comme l'a dit Cédric, de toute façon, on rentre dans une logique où l'ADAS, nous, on le constate au quotidien,
il y a, je pense, encore dans les carrosseries une voiture sur deux, et c'est pas rien de le dire, qui repart non calibré après une dépose-repose d'un pare-choc avant, C'est ça. qui aura déplacé un radar. On Et traite la moitié du potentiel. les peine. réparateurs ne sont pas conscients de la problématique que ça peut occasionner. Ce qui est malheureux, c'est qu'au milieu, il y a quand même un intervenant dans la collision qui s'appelle l'expert, qui devrait être là pour dire attention, ça doit être calibré. Alors, c'est pas général, c'est en train d'évoluer. L'histoire des freinages fantômes aura eu le mérite effectivement de secouer un petit peu le cocotier C'est ça. et de faire réagir. On a eu des demandes plus importantes depuis 2 mois de clients qui ne faisaient pas appel à nous parce qu'il y a une prise de conscience qui est en train de s'opérer sur le fait qu'on a parlé des calibrages caméras de pare-brise depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans. Merci à Carglass d'avoir fait de la publicité à la télé, quelque part. Ça aurait été notre pub. Mais on a compris pour les caméras de pare-brise, alors que c'est plus grave pour les radars dans les faces avant. C'est sûr que le dispositif freine et contrôle le freinage d'urgence. Ça vient du radar avant, d'une mauvaise calibration du radar avant, ces histoires de freinage fantôme? Une fois de plus, on n'a pas les chiffres, on n'a pas les études en détail. C'est probable. C'est probable qu'une partie de ces freinages fantômes puisse avoir été occasionnée par une dépose-repose, le radar a décalé de quelques millimètres et la décision du véhicule, c'est de déclencher un freinage d'urgence, va être altérée par ces quelques millimètres à un moment donné, potentiellement. Et après, vous avez le conducteur qui peut réagir devant quelque chose qui est pas censé arriver et tout peut arriver, quoi. C'est un peu la même chose que le sujet des régulateurs de vitesse lorsqu'ils se sont généralisés, où on avait des gens qui rentraient dans les barrières de péage. Voilà. Voilà. Là aussi, il devait y avoir effectivement... On n'a jamais su exactement, d'ailleurs. Voilà. Là, techniquement, on pense savoir, hein, je crois. Gérard Perrault, je voudrais voir avec vous un aspect qui est souvent méconnu, en tout cas qui est bien connu de la profession des carrossiers, c'est l'affaire du paiement par les donneurs d'ordre, des prestations de calibration. Ça me paraît fondamental parce que dans les freins à l'investissement, il se trouve que lorsqu'on est en sous-traitance, bien souvent, on refacture le montant de la sous-traitance, avec ou sans marge. Mais lorsqu'on est en investissement propre d'un appareil de recalibration, là, l'assureur vous tombe dessus et vous dit « Non, je te paye au taux horaire et ça sera une demi-heure. » Donc, on est payé moins cher quand on investit que quand on sous-traite quelque part. Enfin, ça peut arriver, mais je crois que c'est souvent. Ça peut éventuellement arriver. Alors, je dirais que nous, on a pris parti de ce sujet. Et à la fois, on forme nos réparateurs carrossiers et réparateurs garage à la pratique de l'ADAS, identifier les systèmes qui équipent les véhicules, ça c'est une chose. On a aussi mis en place une formation que l'on appelle relation à l'expert et contradictoire. Ah, tiens, oui. Parce qu'on avait aussi marre d'entendre non, on n'investira pas parce qu'on n'arrive pas à se faire payer et les experts ne veulent pas le prendre cette prestation. Donc on a pris le taureau par les cornes, on a attendu personne et on a programmé, on a formalisé une formation sur une journée qui démocratise le discours que doit avoir un professionnel de la réparation, notamment en carrosserie, savoir appréhender et préparer une expertise, de bien identifier la procédure de réparation en ayant le temps d'aller chercher toute la base documentaire liée au constructeur, parce que tout est marqué, tout est mentionné. Oui. Hein, je prends le cas, admettons, d'une Renault, les dernières Renault, les derniers Scénic. Quand vous intervenez sur le pare-choc arrière, bien que vous voyez pas forcément de capteur, quand vous déposez le bouclier, le capteur il est juste caché derrière. Et à ce moment-là, c'est une procédure très précise qu'il faut employer. Et charge au réparateur d'aller collecter ces documents qui sont accessibles de toute façon. Et au moment de l'expertise, eh bien là, c'est bien de faire comprendre à l'expert que vous êtes compétent, que vous sachez exactement ce qu'il y aura à faire en termes de maintenance pour remettre le véhicule conforme à la route. Donc, être irréprochable en tout point. Et être irréprochable en tout point, et surtout, ne plus subir forcément l'expertise avec la volonté de vouloir abaisser peut-être le coût de réparation. Non. On a l'impression que c'est galvaudé. C'est ça quand même qui est très étonnant. C'est une vérité. Nous, il y a beaucoup de carrossiers de notre réseau qui disaient non, c'est compliqué. Aujourd'hui, on a eu du mal à faire décoller le taux d'équipement. On est resté assez longtemps à 25-30%.
Et depuis qu'on a mis cette formation en place, le discours est différent. Les professionnels de la réparation savent appréhender et préparent beaucoup mieux les expertises. Et je dirais que j'ose espérer, après une semaine comme on vient de la vivre, que le taux d'équipement va se rapprocher des 60%. Va monter en flèche. Ouais, j'espère énormément. Et voilà, donc nous, en vrai, le domaine de l'ADAS, eh bien, c'est 2 jours de formation technique pour appréhender les technologies, apprendre à calibrer, et c'est 1 journée, on va dire, de relation à l'expert contradictoire. Sébastien Thirier. Non, je voulais juste ajouter que manifestement, ce que vous faites, ça marche, parce que je pense qu'il y a quand même du progrès, il y a du mieux. Ces choses-là, encore il y a 3 ans sur Equipoto, c'était quasiment systématique. C'était un argument qu'on nous sortait en disant « Ah oui, mais la prise en charge par l'assureur, c'est super compliqué ». Les assureurs ont fait du chemin aussi. Hein. Ouais, je pense qu'il y a voilà, ça prend peut-être du temps ou quoi, mais il y a voilà, il ne faut pas non plus dresser un tableau noir. Ça va mieux, je trouve. Ouais, c'est peut-être un sentiment personnel, mais ça évolue dans le bon sens et ça progresse et heureusement parce que sinon, ils n'investiraient jamais, hein, en réalité. Donc, ça serait quand même très ennuyeux pour vous collectivement, messieurs les fabricants. Franck Dupuis. Ce serait surtout très ennuyeux pour les conducteurs à terme. C'est tout à fait juste. Cédric Vauquier. Et pour les experts aussi, parce que je pense que ce n'est pas la vocation d'expert de rechercher simplement l'économie en mettant sa responsabilité en jeu. Donc je pense qu'il y avait un travail à faire des 2 côtés, le réparateur aussi. On avait aussi du tout au rien, ou plutôt l'inverse, c'est-à-dire oui, j'investis, je facture, l'expert ne me rembourse pas. Puis si après l'expert rembourse, dès que j'ai un truc, je facture. Bon, effectivement, en fait, il y a vraiment une approche à faire, à calibrer. Il faut professionnaliser cette relation. Donc, je trouve ça idéal, en tout cas, comme idée de dire, parce que je pense que dans la formation, il y a aussi de la courtoisie envers l'expert et le fait de dire oui, ça vaut tant, ça vaut tant, et que voilà, c'est pas non plus la porte ouverte à tout. Bon, je pense qu'on est dans la bonne voie sur ce sujet-là, côté réparateur. Gérard Perrault, la courtoisie, c'est quand même une vertu cardinale. C'est l'image de marque de notre réseau. Donc, bien entendu, les carrossiers l'ont. Oui, Il bien ne sûr. s'agit pas évidemment que de courtoisie. Quand il y a le mot contradictoire dedans, c'est du contradictoire, on va dire de façon gentille. Savoir argumenter quand il y a un faux argument, du moins un faux argument, une contre-argumentation, savoir se battre, savoir employer les mots. Pour dire non, je dois respecter des procédures et il est impératif que je dois passer du temps. J'ai investi, donc monsieur l'expert, regardez, ça me coûte tant, une prestation, je vais passer tant de temps, il y a telle procédure à respecter, c'est pas moi qui le dis, c'est le constructeur. C'est quand même un peu plus compliqué qu'une recharge de climatisation, nous sommes bien d'accord. C'est un fait. Sébastien Thirier, je voudrais terminer avec vous parce que l'EGA, donc c'est l'Association européenne de l'équipement de garage, en lien avec la FIEV, la fédération. C'est pas vous, Sébastien Thirier, qui allez en parler, pardon. Je suis désolé, c'est Julien Morbach. Ce guide des bonnes pratiques a été fabriqué en 2023 et il comporte la totalité des technologies existantes d'ADAS. C'est extrêmement bien fait. Il a été fait avec le concours effectivement des équipementiers adhérents à la FIEV, donc la Fédération des équipementiers. Julien, je vais vous laisser le commenter. Pour tout le monde, il y en a un exemplaire à la sortie. Je le dis en passant. On en avait prévu plus. Merci Emmanuel. Que de personnes présentes. Donc effectivement, ce guide des bonnes pratiques a été édité en 2023 et reprend les principes de base, les fondamentaux des différents systèmes qu'on va pouvoir retrouver au sein d'un véhicule. Merci Cédric. Et du coup, ça va permettre, et c'est un peu ce qu'on disait au démarrage, ça va permettre d'appréhender, de savoir quel outil et quelle fonction est lié à un capteur ou à un radar, à quoi ça sert, comment je l'appréhende. Et du coup, je pense que ça démystifie beaucoup de choses et ça aide le réparateur à prendre conscience aussi des enjeux, des investissements et du danger que ça peut représenter de laisser rouler un véhicule qui ne soit pas en ordre conforme, j'entends. Et je reprends ce que vous disiez tout à l'heure, et c'est un peu dommage au sein de la profession, et on se bat avec ça depuis malheureusement quelques années, où un réparateur qui dépose et repose un pare-brise laisse rouler librement un véhicule, tout simplement parce que le voyant d'autodiagnostic n'est pas allumé, sans se préoccuper de savoir si c'est conforme, alors qu'on sait tous malheureusement que ça ne l'est pas. Et du coup, je trouve que c'est quand même assez dommage. Donc à travers ce guide, on va retrouver tous les systèmes,
bien évidemment leur fonction et du coup jusqu'à comment les calibrer et de quelle manière. Et ça, c'est absolument fondamental. Tout réparateur doit consulter cet ouvrage. C'est essentiel, puisque ça fait partie du métier et ça fait partie du coup des bonnes pratiques. C'est comme ça que ça s'appelle d'ailleurs. Alors, retenez bien, donc il s'agit du guide des bonnes pratiques pour la réparation et la calibration des ADAS et vous pouvez le télécharger sur le site de la FIEV, fiev.fr. Je l'ai vérifié, donc effectivement, c'est une mission d'intérêt général. Merci messieurs pour cet échange passionnant. Et on est... Sébastien Thirier, vous souhaitez rajouter un élément? Oui, quand on avait préparé, vous m'aviez demandé de regarder un petit peu quelles allaient être les évolutions aussi des Ah oui, pardon, technologies j'oublie de à me venir. tourner Donc, vers le futur. J'en profite juste pour parler concrètement de la partie caméra. Donc aujourd'hui, on connaît les caméras avec ce qu'on appelle les smart caméras, avec l'intelligence qui est embarqué directement sur l'optique. Le gros changement qui va arriver, mais ça ne va pas radicalement changer la nécessité de calibrer pour la sécurité, c'est qu'on va avoir probablement dans les années à venir de plus en plus de non pas smart caméra, mais dumb caméra, juste des caméras toutes simples sans intelligence. Et l'intelligence, elle va se situer dans le futur plutôt dans des HPC qui vont en fait gérer l'intelligence de zones ou sous-zones du véhicule, ce qui évite en fait de démultiplier le nombre de calculateurs et la connectique. Et c'est plutôt d'avoir des systèmes avec le high power computing qui va permettre de gérer différents composants électroniques avec la même intelligence. Et ça va être globalement ça le gros changement sur la partie caméra. Enfin, en tout cas, je parle des caméras parce que c'est. On parle donc chez de. ZF. Mais voilà, en fait, on va juste déplacer l'intelligence qui aujourd'hui se situe au niveau des composants sur des calculateurs plus puissants, plus performants, qui vont gérer plusieurs éléments du véhicule. Donc voilà un peu ce qui va arriver côté constructeur dans les années à venir. Est-ce que ça signifie qu'on va baisser le coût en remplacement de ces composants? Alors, j'ai pas de salle, donc je sais pas vous dire. C'est la question en piège tout du cas, jour. voilà, parce que Sûrement pas. Voilà, c'est vrai que c'est un élément important aussi de savoir quels vont être, enfin au-delà de l'équipement, du matériel, de la formation, quels sont être les composants en fait qu'on va être amené à réparer dans nos véhicules. Et donc ça sera une des tendances, en tout cas chez nous. On confirme chez Bosch. Ouais, juste un complément d'information. Effectivement, le HPC, le Software Defined Vehicle, c'est demain, mais c'est déjà aujourd'hui. Tesla travaille ses systèmes d'autonomie via un HPC. Ils ont déjà ce protocole de diagnostic et par rapport au thème sous-traitance ou investissement, je pense que la question de l'investissement doit se poser. Aujourd'hui, on voit 30% des véhicules équipés de caméras. On est sur des véhicules de niveau 1 en termes d'autonomie. Les véhicules les plus récents, c'est niveau 2, 2,5. L'Allemagne est passée niveau 3 en autonomie. On commence à parler de HPC qui est déjà sur les routes. Et je pense qu'il serait quand même très intéressant que la majorité des réparateurs connaissent ces technologies et soient capables de traiter eux-mêmes ces technologies, puisqu'on l'a vu, à horizon 2030, c'est 60% des véhicules qui en seront équipés. Et quand chaque géométrie nécessitera une recalibration, ce serait intéressant et pour les particuliers et pour les professionnels de d'ores et déjà le maîtriser aujourd'hui, quand la technologie reste très très simple encore. C'est un travail de longue haleine, un travail technique, un travail d'investissement, un travail de formation. Merci messieurs, vraiment un grand merci, c'était passionnant. Et on n'a pas fini d'en reparler, effectivement, des ADAS sur Equipoto. Très bonne fin de salon, très bonne fin de journée à tous sur Equipoto.